c'est Madame Nif. Madame Nif qui va nous parler un petit peu de la génétique avec les diabètes monogéniques. Madame Mounam Nif qui est professeure au CHU de Sfax, professeure d'endocrinologie diabétologie. Le comité d'organisation de nous avoir offert l'occasion de présenter notre expérience tunisienne concernant les diabètes monogéniques, nos résultats préliminaires, tant sur le plan génétique que phénotypique, concernant ce type de pathologie. J'ai 30 minutes ou 20 minutes, Madame la Présidente? 30 minutes, d'accord. Donc, vous le savez très bien. Est-ce que vous pouvez éteindre la lumière, s'il vous plaît? Donc, comme vous le savez, le diabète type 2 est une maladie multifactorielle et qui est caractérisée par une grande hétérogénéité, tant sur le plan et pour sursoir à ces difficultés, les équipes de recherche ont opté pour choisir une forme plus simple de diabète dit monogénique où la composante génétique est prépondérante dans l'éclosion de ce type de maladie, c'est-à-dire presque les autres facteurs environnementaux sont leur intervention occasionnelle. Toutefois, on croit de plus en plus qu'il y a un continuum dans l'histoire naturelle du diabète et on croit de plus en plus que ça commence depuis la période néonatale, le diabète monogénique, mais au fil de ce continuum, il y a un spectre qui va avec le temps et avec une acquisition d'autres facteurs dits modificateurs qui pourraient être génétiques ou environnementaux d'ailleurs, pour aboutir à la forme polygénique, soit de type 1 ou de type 2. Alors, quand est-ce qu'il faut évoquer un diabète monogénique? La première question. Plusieurs consensus qui sont ressortis ces dernières années, plusieurs consortiums même, et présidés surtout par professeur Attersley, qui est un pionnier dans l'étude des diabètes monogéniques, professeur Philippe Frogel aussi, et plusieurs, je vous mets ces guidelines qui ont été publiés en 2009, qui ont été validés en 2014 aussi, et qui ont été validés aussi par les recommandations de l'ADA en 2018. Alors, globalement, il faut évoquer un diabète monogénique lorsque le diabète survient de façon précoce, typiquement avant l'âge de 25 ans. Lorsqu'il n'y a pas de signe d'insulinorésistance avec l'IMC qui est normal, donc l'insulinorésistance, plutôt il y a une hypersensibilité à l'insuline pour compenser ce déficit en insulinosécrétion, puisqu'on va parler des diabètes monogéniques en rapport avec le défect de l'insulinosécrétion, et on ne va pas parler durant ce topic des formes avec insulinorésistance majeure. Lorsqu'il y a une histoire familiale de diabète avec atteinte au moins de 2 générations, lorsque l'hyperglycémie est modérée et surtout elle ne s'aggrave pas avec le temps, avec une absence d'histoire d'acétocétose, lorsque l'enquête immunologique est négative, durant les 5 années surtout, lorsque le diabète monogénique prend la forme d'un diabète type 1 atypique, ou lorsqu'il y a une persistance d'une production endogène d'insuline 3 à 5 ans après des diagnostics attestés par un taux de C-peptide détectable face à une hyperglycémie, autrement dit une lune de miel prolongée, notamment pour les patients qui se présentent avec un diabète type 1 atypique. Ou alors, enfin, des manifestations extra-pancréatiques, des malformations urogénitales, par exemple, des atteintes neurosensorielles qui évoquent le diabète mitochondrial en particulier. Voilà, puisqu'on va parler des diabètes monogéniques en rapport avec un défect génétique de l'insulinosécrétion, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler quand même la chaîne la machinerie de sécrétion de l'insuline à partir de la cellule bêta et les différents acteurs qui sont mis en place pour cette sécrétion. Alors, l'arrivée du glucose au niveau de la cellule bêta pancréatique va déclencher le glucose sensor, qui est l'enzyme clé, qui va transformer glucose, une fois transporté par son transporteur GLU2, en glucose 6-phosphate, et pour aboutir à la glycolyse, le produit final c'est le pyruvate. Le pyruvate va intégrer la mitochondrie et la chaîne respiratoire mitochondriale, ça va générer l'ATP, et c'est l'ATP, l'augmentation de cet ATP va mettre en œuvre un nouveau acteur qui est crucial dans cette sécrétion d'insuline, à savoir le canal ATP dépendant, le canal potassique qui va se fermer. Une fois qu'il se ferme, ça va dépolariser la membrane
on voit ici, et puis ça va faire rentrer le calcium. Alors la rentrée de calcium va dégranuler les vésicules d'exocytose contenant l'insuline. Il ne faut pas oublier qu'en parallèle, il y a des facteurs de transcription nucléaire qui sont très importants, non seulement pour le développement des cellules pancréatiques, pour le maintien et aussi pour favoriser cette sécrétion d'insuline. Donc c'est 4 acteurs qu'on va axer aujourd'hui, et surtout on va départager ce topic en 2 parties. Je vais commencer par parler de la première forme monogénique du diabète, qui est le MODY, de Maturity Onset Diabetes of the Young, et je vais laisser la mitochondriopathie et le diabète mitochondrial pour la deuxième partie. Alors 3 grands acteurs qui interviennent: glucokinase, canal potassique et facteur de transcription, et pour chaque facteur on va voir quel type de MODY qui correspond. Alors tout d'abord, je commence par un peu d'historique. C'est la première famille qui a été décrite en 1974 par Tattersall, chez une mariée qui avait un diabète qui a apparu à l'âge de 13 ans. La mère aussi avait un diabète à un âge jeune, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les demoiselles d'honneur aussi, ils ont eu un diabète à 9 ans. Et puis, c'était un diabète intermédiaire. C'était un diabète qui répondait aux critères d'insulinopénie, mais aussi, ils rappellent un peu le diabète non insulino-dépendant, puisque les patients ne nécessitaient pas d'insuline. Et c'est à partir de cette description, le MODY a constitué un excellent modèle génétique, de par sa fréquence, tout d'abord parce que c'est le diabète monogénique le plus fréquent. Ça touche 2 à 5% des patients diabétiques à moins de 45 ans, et surtout dans 80% des cas, il prend le phénotype d'un diabète type 1 atypique ou d'un diabète type 2 atypique. Alors la transmission est autosomique dominante, c'est-à-dire qu'on doit avoir au moins un parent qui est atteint, et au moins la moitié de chaque génération qui devrait être atteinte, pour répondre à ce critère plutôt longitudinal, avec un caractère mendélien autosomique dominant. Alors jusqu'à les années 2010-2011, on a eu seulement 6 types de MODY, avec les différentes mutations qui sont publiées dans la littérature, jusqu'à ce très beau papier en JPM 2015 qui a essayé de mettre en revue tous les types de MODY. Et on compte jusqu'au jour d'aujourd'hui 14 types finalement de MODY, dont le dernier type, c'est le MODY 14, qui a été identifié en 2015 chez 2 familles, rapportées dans la littérature. Et on s'attend dans le futur qu'il y aura plus de mutations de ce gène-là. Alors toutefois, c'est le premier MODY 1, 2, 3 qui couvre 95% de toutes les mutations décrites dans les diabètes monogéniques, et ils restent les plus fréquents. Et on va commencer à parler du premier MODY, le prototype du MODY, c'est le GCK en rapport avec le déficit en glucokinase, qui est de loin le plus fréquent de tous les types de MODY. Entre 20 et 70% selon les ethnies. Alors je reprends cette image qui rappelle un peu l'importance de la glucokinase dans la sécrétion de l'insulinosécrétion, et jusque-là, plus que 1400 familles sont décrites avec des mutations de ce gène-là, le gène de la glucokinase. Alors qui a été identifié en 92 par l'équipe de Frogel et Attersley, qui ont identifié une mutation chez une patiente finalement qui est jeune, caucasienne, et qui a développé un diabète gestationnel, Elle avait un BMI normal, donc pas de stigmate d'insuline-résistance, et les cliniciens étaient obligés d'arrêter l'insuline chez elle, puisqu'elle n'a pas nécessité de fortes doses, et malgré ça, ils ont constaté que l'équilibre glycémique n'est pas détérioré. Elle a donné naissance à un bébé qui avait un poids de naissance normal, si à cette époque-là, les cliniciens étaient vraiment très vigilants, le poids de naissance normal devrait attirer l'attention vers la probabilité d'avoir une mutation chez le bébé aussi, puisque il n'y avait pas de macrosomie. Et c'était au hasard qu'on a découvert l'hyperglycémie chez ce bébé à l'âge de 2 ans. Alors pour dire que finalement, typiquement, le glucokinase MODY est un diabète qui, dans la moitié des cas, asymptomatique, l'histoire familiale est toujours présente, que la mutation de la glucokinase
c'est la forme la plus fréquente, c'est la cause la plus fréquente des hyperglycémies fortuites découvertes à l'enfance, et que dans plus que 95% des cas, ce qui est caractéristique de ce type de diabète, c'est l'absence d'excursion glycémique importante postprandiale avec une hyperglycémie modérée à jeun. Et ce qui explique d'ailleurs l'absence de complications, donc au moins en partie de complications microvasculaires qui sont très rares dans ce type de diabète, comme ça a été donc bien publié dans cette très belle revue par Attersley. Et puis donc l'explication est la suivante, au moins en partie, c'est qu'il n'y a pas de détérioration le long donc de la vie, de la naissance jusqu'à l'âge adulte, de l'équilibre glycémique. Tout se passe comme si l'homéostasie glucidique dans ce type de diabète persiste, mais à un set point qui est plus élevé. Il y a une régulation métabolique qui persiste, qui reste stable, mais à un niveau de glycémie plus élevé. Voilà, donc et d'ailleurs, ce qui est consensuel actuellement, c'est d'arrêter toute thérapeutique lorsqu'on découvre les mutations de GCK chez un patient, parce que, tout comme les études transversales, les études longitudinales ont prouvé aussi, l'arrêt du traitement, qu'il soit oral ou par insuline, ne modifie pas autant donc l'hémoglobine glycée qui reste donc stable dans le temps. Alors, qu'en est-il maintenant de l'expérience tunisienne dans ce domaine ? Alors la Tunisie a particulièrement s'est intéressée dans différentes régions à l'étude génétique de ce type de diabète, de MODY, la région du centre, la région le Grand Tunis et la région du sud, la région de Sfax dont je fais partie. Voilà, donc la région de Tunis a participé par 40 patients appartenant à 40 familles, 36 familles appartenant donc au centre, dont 24 familles, et dont les résultats génétiques étaient publiés dans Gene 2018 qui était paru donc quelques semaines auparavant. Et puis, donc la région de Sfax a participé par 23 patients appartenant à 22 familles, et donc les résultats génétiques sont prêts, mais la publication peut-être elle va voir le jour dans quelques mois. Alors voilà pour le MODY 2, je commence puisqu'on parle de MODY 2, et comme vous le voyez, il n'y a pas d'hétérogénéité entre, la prévalence est très variable entre les ethnies, mais aussi entre les régions. Donc du moment où on n'a pas les mêmes prévalences entre les différentes régions, ceci pourrait être expliqué par la stratification qui est différente d'une région à l'autre. Donc pour classer les patients ayant un phénotype particulier pour le MODY 2, ça peut être différent entre les régions. Et surtout la technique qu'on a utilisée pour la biologie moléculaire donc était complètement différente, ce qui explique un peu cette variabilité, disons. Voilà, donc on va passer maintenant au deuxième grand type du MODY, c'est le FT-MODY, c'est-à-dire en rapport avec les anomalies des facteurs de transcription, rappelez-vous, donc les facteurs nucléaires, voilà. Donc on a fini avec le MODY. Et on va particulièrement s'intéresser à un couple donc, de facteurs de transcription 1A et 4A qui se ressemblent beaucoup, tant sur le plan fonctionnel que sur le plan phénotypique, bien que la fréquence, le MODY 3 est beaucoup plus fréquent que le MODY 1, mais sur le plan phénotypique, il se ressemble beaucoup. Voilà le HNF, donc 4A, qui est responsable du MODY 1. Il intervient très tôt dans la vie, il intervient dans la régulation de l'expression des gènes durant l'embryogenèse au niveau pancréatique, notamment l'expression du gène de l'insuline, le transport du métabolisme du glucose, le processus d'insuliноsécrétion. Il intervient aussi au niveau hépatique dans la synthèse des lipoprotéines. On va voir l'impact sur les phénotypes après. Donc il pourrait avoir dans ce type de diabète une anomalie lipidique associée qui peut orienter le diagnostic. Le HNF 1A, il fait presque la même chose que le 4A, mais en plus, il intervient sur la réabsorption du glucose via le cotransporteur SGLT2 dans le tube proximal rénal. Et de ce fait-là, les patients qui ont une mutation de ce facteur de transcription ont un effet là, des inhibiteurs de SGLT2, qui en quelque sorte les protègent de l'apparition d'hyperglycémie au moins 10 à 14 ans, donc durant l'enfance. Ces patients ont une glucosurie sans avoir un diabète, et puis c'est à partir de 14 ans qu'il y a un pic d'apparition de la maladie diabétique avérée. Voilà, sur le plan donc phénotypique, contrairement au GCK, et vous allez voir que chaque type de MODY a une physiopathologie complètement différente. L'anomalie, cette fois-ci, est sévère de l'insuliноsécrétion et surtout, elle s'aggrave autour du temps avec une diminution donc, de cette insuliноsécrétion de 1 à 4% de façon annuelle. Et on a toujours recours à l'insulinothérapie, mais après une longue période de traitement par les sulfamides, parce que ce qui caractérise ce type de MODY, c'est la sensibilité particulière aux sulfamides.
Alors, le phénotype associé, justement, pour orienter vers l'un ou l'autre des deux types de maudits, c'est par exemple pour le maudit 3, qui est de loin le plus fréquent parce qu'il est 10 fois plus fréquent que le maudit 1. Donc, c'est la forte glucosurie qui persiste malgré la normoglycémie, et c'est la diminution du CRP qui peut nous orienter, qui peut orienter les cliniciens pour stratifier vers ce type de maudit. L'atteinte donc auriculaire, la surdité des perceptions était présente tout comme la littérature dans la moitié des cas, mais alors ce qui caractérise notre série, c'est l'atteinte vestibulaire qui était donc fréquente aussi, chose qu'on ne trouve pas beaucoup dans la littérature, l'absence complètement de la dystrophie maculaire réticulée, plutôt on a 15% donc, de rétinite pigmentaire. Donc vous voyez que notre série quand même elle est un peu particulière, et cette particularité phénotypique a bel et bien une explication génotypique, vous allez le voir. Parce qu'on a bien sûr comme premier pas les généticiens, donc le laboratoire de génétique moléculaire donc, de Sfax, avec la direction de professeur Faiza Farfer, que je remercie pour ce travail colossal qu'elle a réalisé. Donc on a tout d'abord commencé par rechercher la mutation la plus fréquente, décrite dans la littérature, la MT3243A en G. Et à notre désagréable surprise, on n'a pas mis en évidence cette mutation. Donc l'absence complète de mutation chez tous nos patients, aussi bien dans le sang que dans les muqueuses, où le taux de réplication cellulaire est faible et où on a normalement plus de chances de retrouver ces mutations mitochondriales. Donc c'est pour ça qu'on est allé chercher à la deuxième mutation par ordre de fréquence dans la littérature, la 14709. Et là, on a trouvé quand même donc, chez 6 patients appartenant à 4 familles, donc cette mutation avec un taux d'hétéroplasmie donc très variable. Et donc il y a eu au moins une dizaine de papiers qui sont sortis dans ce sens-là. Et pour vraiment récapituler et pour mettre en exergue surtout l'hétérogénéité, non seulement phénotypique, mais génotypique de ces familles, en particulier tunisiennes. Donc la deuxième étape, puisqu'on n'a pas trouvé donc, la mutation la plus fréquente et très rarement la mutation la deuxième en fréquence, on a décidé de séquencer point par point le génome. On a réalisé un tour de génome mitochondrial et on a essayé de chercher de nouvelles mutations, de nouvelles donc, points de cassure chez ces 68 patients. Et effectivement, on a trouvé 2 nouvelles mutations du gène donc COX-2 et COX-3 qui sont impliqués dans la chaîne respiratoire, comme ça a été attesté par les biopsies musculaires, avec une diminution de l'activité du cytochrome donc C, ici c'est chez les patients. Et on est allé jusqu'à la modélisation des protéines correspondantes, et comme vous le voyez, il y a une déstructuration donc, complète de la protéine donc, responsable. Ce tour du génome nous a permis aussi de voir et une partie du génome mitochondrial qui est partie, comme vous le voyez, chez 5 de nos patients. C'est la perte de la fonction mitochondriale qui a expliqué dans ce cas-là le diabète mitochondrial chez nos patients. Finalement, outre ces anomalies donc, quantitatives qu'on a recherchées, on a essayé de voir s'il y a une anomalie qualitative de l'expression du génome mitochondrial. Comme vous le savez, que dans une cellule, on a aussi bien du génome mitochondrial que du génome nucléaire, et il devrait avoir un équilibre entre le génome, l'ADN nucléaire et l'ADN donc mitochondrial. Et une fois cet équilibre est altéré, ça peut donner donc naissance à des maladies. Voilà donc ce qu'on a trouvé chez nos patients, une diminution du rapport de l'ADN mitochondrial par rapport à l'ADN nucléaire. Et ça, c'est un grand horizon, une grande piste de recherche qui est très en vogue actuellement. L'interrelation et le crosstalk entre le génome nucléaire et le génome donc, mitochondrial qui semble très important dans l'éclosion de certaines maladies, en particulier monogéniques. Je finis par donc illustrer ce phénomène d'interrelation, de ce crosstalk, si on peut bien dire, entre le génome nucléaire et le génome mitochondrial. Ça, c'est une famille qu'on a suivie et qu'on a suspecté en premier lieu un diabète mitochondrial. Et donc, on était très contents jusqu'à 2016, parce qu'on l'a publié donc, dans un journal à haut niveau, en mentionnant une mutation, donc la nouvelle mutation qu'on a découverte au niveau du gène COX-2. Alors, il y a justement quelques mois, les généticiens, en étudiant de façon parallèle le génome nucléaire, ils ont
donc ils nous ont établi les résultats suivants, une mutation aussi au niveau du canal potassique, et vous avez vu l'importance dans la sécrétion d'insuline, et donc le MODY12, donc à l'état, qui était présent à l'état homozygote chez le frère donc, du cas index, qui avait les deux types de mutations au niveau du génome nucléaire et mitochondrial, et la mère qui était hétérozygote pour cette nouvelle mutation, et encore plus, il n'était jamais décrit dans la littérature, pour souligner une autre fois la particularité de notre patient. Cette co-ségrégation, ce digénisme, mais qui appartient au génome nucléaire et mitochondrial, n'a été décrit qu'une seule fois dans la littérature, dans une famille finlandaise, et les deux types de mutations étaient complètement différents, et ça a été attribué au simple hasard, mais le hasard n'explique pas tout, malheureusement, donc il y a vraisemblablement cette interrelation. Voilà. Donc je finis par vous dire que le diabète monogénique nous a appris beaucoup de leçons finalement, tant sur le plan éthiopatogénique que diagnostique que thérapeutique, parce qu'il nous a fourni une carte de gènes candidats pour essayer vraiment de comprendre l'éthiopathogénie et les mécanismes physiopathologiques du diabète type 2. Et on a retrouvé beaucoup de gènes qui étaient impliqués aussi bien dans le MODY, et on a retrouvé ces gènes-là soit par approche du gène candidat ou l'approche donc GWAD, du génome Wide Association. Et si rappelez-vous de la première diapo, on a eu le continuum donc de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Si on essaie de regrouper les trois grands bornes kilométriques, si on veut dire, donc il retrace un peu le parcours de ce continuum de la naissance, pour aller des gènes qui sont impliqués dans le diabète néonatal, à l'enfance et à l'adolescence, le MODY, jusqu'à l'âge adulte, le diabète type 2. On retrouve quand même une zone de chevauchement entre les trois types, et au moins 12 gènes qui sont communs, donc ce qui ouvre l'horizon vers de nouvelles voies de recherche certainement. J'ai rajouté le dysfonctionnement donc, du génome mitochondrial, parce que je pense que ça sera la voie du futur, l'interrelation entre le génome nucléaire et le génome mitochondrial peut expliquer beaucoup de diabète monogénique, donc qui ont l'air d'être simples, mais finalement, ce sont des pathologies finalement très complexes. Voilà donc le modèle donc, monogénique de ce diabète nous a offert un excellent modèle de développement. Il nous a aidé à comprendre la régulation des cellules bêta, la régulation de la sécrétion d'insuline, donc il nous a aidé dans les études d'association du diabète type 2, et surtout actuellement on parle beaucoup du métabolome, c'est-à-dire à partir du métabolique, on va jusqu'au génome pour développer finalement, ça c'est les voies du futur aussi, des biomarqueurs, des différences qui vont nous aider les cliniciens à stratifier justement le phénotype de leurs malades, par exemple le taux d'hémoglobine glycée qui ne change pas au cours des années, ça évoque le glucokinase. Le taux de CRP qui est bas, ça évoque le MODY3, etc. Donc beaucoup d'exemples. Et les progrès surtout en pharmacogénétique. Voilà, donc je vous remercie.